Elle avait passé 11 ans à aimer un homme qui ne la regardait plus, et le jour où elle a enfin été regardée, vraiment regardée, c'était par quelqu'un qui la regardait comme une proie. Isabelle Fouquet avait 38 ans, une carrière d'infirmière en soins intensifs dans un hôpital de Lyon, et une vie qui ressemblait, de l'extérieur, à quelque chose de solide, un appartement propre dans le 6e arrondissement, un salaire stable, un mari, tout ce que l'on est censé vouloir. Et pourtant, chaque soir, en rentrant du travail, elle traversait un couloir silencieux et s'asseyait à une table où personne ne lui demandait comment s'était passée sa journée. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une simple histoire d'arnaque sentimentale. C'est l'histoire d'un mécanisme précis, calculé, répété, qui a failli détruire une femme pièce par pièce à 6000 km de chez elle, dans un pays dont elle ne parlait pas la langue. Et c'est l'histoire de 3 mots envoyés depuis un numéro inconnu, au milieu de la nuit, qui ont peu être sauvé sa vie. Pour comprendre comment Isabelle en est arrivée là, il faut comprendre ce qu'était sa vie avant. Elle avait épousé Sébastien à 27 ans. Il était ingénieur, calme, fiable, du genre d'homme dont les parents disent qu'il fera un bon mari. Et c'était vrai, d'une certaine façon. Sébastien ne criait pas, il ne trompait pas, il rentrait à l'heure. Mais il y avait entre eux, depuis des années, une distance que ni l'un ni l'autre ne savaient plus comment combler. Des conversations de logistique, des silences polis au dîner. Une chambre où 2 personnes dormaient sans se toucher. Isabelle était infirmière en soins intensifs, un métier où l'on tient la main de gens en train de mourir, où l'on apprend à lire la douleur sur un visage avant même que la personne ne parle. Elle passait ses journées à prendre soin des autres avec une intensité totale, puis rentrer chez elle et s'effacer. Elle disait à ses collègues que tout allait bien. Elle le croyait presque. Ce qu'elle ne disait à personne, c'est qu'elle avait cessé de se sentir désirée depuis si longtemps qu'elle avait presque oublié ce que ça faisait. Qu'elle lisait des romans d'amour en cachette, le soir, après que Sébastien s'était endormi. Qu'elle avait ce besoin pas de luxe, pas d'aventure, juste d'être choisie. Vraiment choisie. Par quelqu'un qui la verrait. C'est dans cet état d'esprit qu'elle a rejoint par hasard un groupe Facebook de voyageurs francophones. Elle venait de regarder un documentaire sur le Proche-Orient et avait tapé quelques mots dans la barre de recherche. Le groupe comptait plusieurs milliers de membres. Des gens qui partageaient des photos de voyage, des conseils d'hôtel, des coups de cœur culinaires. Isabelle s'y était inscrite sans vraiment savoir pourquoi. Être, pour sentir qu'il existait un monde au-delà de son couloir silencieux. C'est là qu'il a trouvé. Karim Nassar avait 41 ans, une photo de profil prise sur un toit en terrasse avec vue sur la mer et une façon d'écrire qui donnait l'impression qu'il vous connaissait depuis toujours. Sur le papier, ou plutôt sur l'écran, il était architecte d'intérieur basé à Beyrouth. Cultivé, voyageur, passionné par les vieilles pierres et la cuisine libanaise. Dans ses publications, il partageait des photos de ruelles anciennes, des couchers de soleil sur la Méditerranée, des recettes de sa mère. Il écrivait en français avec une élégance recherchée, parsemant ses textes de références littéraires et de formules qui sonnaient comme des vers. La réalité était tout autre. Karim n'avait pas d'emploi fixe. Il vivait de combines d'argent emprunté, de femmes qu'il savait trouver au bon moment. Son appartement à Beyrouth était hypothéqué, ses dettes s'accumulaient depuis des années. Mais il avait quelque chose de rare et de dangereux, une intelligence sociale d'une précision chirurgicale. Il pouvait lire une femme en quelques échanges, ses mots, ses silences, la façon dont elle répondait, ce qu'elle ne disait pas, et devenir, en l'espace de quelques semaines, exactement l'homme qu'elle avait toujours espéré rencontrer. Il avait repéré Isabelle dans un commentaire du groupe. Elle avait écrit quelque chose de simple, de sincère, sur la beauté des vieilles villes du Levant. Quelques lignes qui trahissaient une sensibilité particulière, un romantisme discret, une curiosité authentique. Karim avait pris note. Il avait regardé son profil, ses photos des sourires un peu retenus, des publications rares, rien d'ostentatoire. Une femme qui ne cherchait pas à se montrer. Une femme qui avait quelque chose à donner et personne à qui le donner. Il lui avait envoyé un message privé 3 jours plus tard. Poli, précis, sans aucune lourdeur. Il lui avait dit qu'il avait lu son commentaire et que peu de gens comprenaient vraiment ce que signifiait traverser ces villes-là. Il lui avait posé une question sur un livre qu'elle avait mentionné. Isabelle avait mis 2 heures à répondre. Elle n'avait pas l'habitude. Les premières semaines de leurs échanges ressemblaient à quelque chose qu'Isabelle n'avait pas connu depuis très longtemps ou peu, être jamais. Karim écrivait avec une attention aux détails qui la désarmait. Il se souvenait de ce qu'elle avait dit 3 jours plus tôt. Il lui posait des questions sur son travail, avec une curiosité qui semblait genuinement intéressée, pas de façade. Quand elle lui décrivait une nuit difficile aux soins intensifs, il ne répondait pas
par un emoji ou un mot d'ordre rassurant y répondait par une réflexion, quelque chose qui montrait qu'il avait vraiment entendu, lui écrivait le matin un message court, doux, lui écrivait le soir, plus long, plus profond. Il lui racontait Beyrouth comme on raconte une personne qu'on aime, ses contradictions, ses blessures, sa beauté résiliente. Il lui décrivait les odeurs du marché de Bourchamoud, le bruit de la mer depuis son appartement, les conversations de café qui duraient des heures. Et à travers ces descriptions, il se décrivait lui-même. Un homme ancré dans ses racines, épris de beauté, qui cherchait une présence, pas une aventure. En parallèle, il écoutait. Isabelle lui parlait de sa vie par fragments, prudemment d'abord. Son mariage sans chaleur. Sa fatigue de donner sans recevoir. Son sentiment diffus mais constant de passer à côté de quelque chose. Karim ne jugeait pas, il validait, il nommait des choses qu'elle n'avait jamais su formuler. « Tu mérites d'être aimé comme tu aimes les autres », lui avait-il écrit un soir. Complètement, sans retenue. Elle avait relu cette phrase plusieurs fois. Ses amis, quand elle commença à leur parler de lui avec une discrétion qui les intrigua, eurent des réactions mitigées. Certaines trouvaient ça romantique, d'autres fronçaient les sourcils, un homme qu'on ne connaît que par écran, à des milliers de kilomètres. Sa mère, Nadia Fouquet, 64 ans, infirmière retraitée de Grenoble, eut, elle, un sentiment immédiat et précis qu'elle ne sut pas exactement nommer. Une gêne, une inquiétude qui ne ressemblait pas à la jalousie ni à la prudence ordinaire de toute mère. Quelque chose de plus instinctif. Elle commença, sans en parler à Isabelle, à noter dans un cahier la date et le contenu de chaque appel téléphonique avec sa fille. 3 mois après le premier message, Isabelle prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Elle demanda le divorce. C'était pas entièrement à cause de Karim, elle le dira plus tard avec lucidité. Le mariage était mort depuis longtemps, mais Karim avait rendu cette mort visible, il avait montré par contraste ce qu'une relation pouvait être, ce qu'elle n'avait pas, ce dont elle avait besoin. Sébastien ne fut pas surpris, il signa les papiers avec ce calme qui avait caractérisé toute leur vie commune, cette incapacité à se battre pour quelque chose, même pour leur propre couple. Isabelle pleura pendant plusieurs jours. Pas de désespoir. Plutôt le deuil d'une version de sa vie qu'elle avait cru pouvoir habiter. Karim fut présent à chaque instant de cette période. Il l'appelait, il lui envoyait des messages à des heures impossibles. Depuis Beyrouth, ce qui pensait-elle montrait à quel point elle comptait pour lui. Il lui dit des choses sur le courage, sur la liberté, sur le fait de choisir sa propre vie. Des choses qu'elle avait besoin d'entendre. Et puis, doucement, il commença à parler de se rencontrer. Pas de manière précipitée, pas sous la forme d'une invitation directe. Il laissait venir l'idée, la laissait mûrir dans leur conversation, jusqu'à ce qu'elle paraisse naturelle, évidente. Il lui décrivait Beyrouth en saison douce, la lumière de Mars sur les façades coloniales, les soirées sur les terrasses du quartier de Gemmaïzé. Il lui disait qu'il voulait lui faire découvrir sa ville, sa vie, que les mots ne suffisaient plus. « Je veux que tu vois ce que je vois quand je pense à toi ici », lui avait-il écrit. Isabelle avait souri en lisant ça, puis elle avait cherché les vols. Son frère Marc, 41 ans, ancien sous-officier de l'armée de terre reconverti dans la logistique industrielle, apprit la nouvelle lors d'un dîner en famille. Il ne dit rien dans un premier temps. Il écouta sa sœur parler de cet homme avec une animation qu'il ne lui avait pas vue depuis des années. Puis, sur le chemin du retour, il appela sa mère. « Elle fait une erreur. Je sais, » dit Nadia. « Mais si on lui dit, elle nous écoutera plus du tout. » Ils avaient raison sur les 2 points. Isabelle entendait les inquiétudes. Elle les entendait, les reclassait mentalement dans la catégorie de la peur ordinaire, de la méconnaissance de ce qu'elle vivait vraiment. Elle comprenait que ça pouvait paraître imprudent de l'extérieur, mais de l'intérieur, tout était logique. Elle connaissait Karim, pas physiquement encore, mais elle connaissait ses valeurs, son humour, sa façon de penser. Elle ne partait pas à l'aventure avec un inconnu, elle allait retrouver quelqu'un. Elle prit 2 semaines de congé, vida une partie de ses économies pour couvrir le billet et les premiers frais, et fit sa valise un soir de mars. La veille de son départ, Nadia l'appela. Elles parlèrent longtemps. Isabelle entendit dans la voix de sa mère quelque chose qu'elle n'avait pas le mot pour décrire, pas de la colère, pas de la peur ordinaire. Une douleur tranquille, comme celle de quelqu'un qui sait quelque chose et ne peut pas le prouver. « Appelle-moi dès que tu atterris, » dit Nadia. « Bien sûr, maman. »« Non, dès que tu atterris. Pas après. Dès que. » Isabelle promit. Puis elle raccrocha et finit de plier ses affaires. L'aéroport Rafik Hariri était exactement comme elle l'avait imaginé et complètement différent en même temps. L'air chaud, le bruit, la lumière blanche de fin d'après-midi qui entrait par les baies vitrées, et Karim qui attendait à la sortie des arrivées avec un bouquet de fleurs, quelque chose de simple, pas ostentatoire, et ce sourire qu'elle avait vu en photo des dizaines de fois, mais qui, en vrai, avait une chaleur différente.
Elle s'était jetée dans ses bras avant même d'avoir dit un mot. Il était tel qu'il s'était décrit, grand, calme, avec cette façon de poser la main dans le bas du dos quand il guidait quelqu'un, un geste possessif déguisé en protection, qu'elle ne l'eût pas comme tel. Il parlait doucement. Il la regardait comme si elle était quelque chose de précieux qu'il craignait de casser. Les premiers jours furent exactement ce qu'il avait promis. Il lui fit découvrir Beyrouth avec la patience d'un guide amoureux de sa propre ville. Les ruelles de Djemmaïs, avec leurs façades trouées par la guerre et recouvertes de bougainvilliers, le souk aux épices de Bourchamoud. Un restaurant dans une cour intérieure où l'on mangeait du mez jusqu'à tard entouré de bougies. Il lui tenait la main dans la rue. Il lui traduisait les conversations en arabe avec une précision qui lui semblait attentionnée. Elle appelait sa mère chaque soir. Les appels étaient courts mais réguliers. Nadia notait tout dans son cahier, l'heure, le ton, ce qu'Isabelle disait et ce qu'elle ne disait pas. Puis, à la fin de la première semaine, quelque chose changea. Si petit, si progressif, qu'Isabelle ne sut pas exactement quand ça avait commencé. Ce fut d'abord une suggestion. Karim lui expliqua que le quartier qu'elle voulait explorer seule le matin, Hamra, avec ses librairies et ses cafés, pouvait être compliqué pour une femme européenne sans accompagnateur. Il dit ça avec un souci dans la voix, pas de l'autorité. Elle entendit de la protection. Elle annula sa promenade. Quelques jours plus tard, son téléphone tomba en panne, ou plus exactement, Karim lui dit qu'il avait des problèmes de réseau, que son opérateur français avait des difficultés à Beyrouth. Il lui proposa de lui prêter un téléphone local le temps de son séjour. Elle accepta. Elle ne sut pas alors que ce téléphone lui permettait de voir chacun de ses messages, chacune de ses connexions. Les appels à Nadia devinrent moins fréquents. Isabelle expliqua que les journées étaient pleines, qu'elle était bien, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Nadia nota dans son cahier « ton différent, plus court ». Dit que tout va bien sans que je le demande. À la fin de la 2e semaine, Isabelle avait prévu de rentrer à Lyon. C'est là que Karim lui parla pour la première fois d'une urgence financière. Il y avait un problème sur un chantier, un client qui ne payait pas. Une dette qu'il fallait solder avant la fin du mois, ou il perdrait un contrat important. Il en parla avec une honte visible, les yeux baissés, la voix tendue comme s'il haïssait devoir lui en parler. Et dit qu'il ne lui demanderait pas si ce n'était pas absolument nécessaire. Que c'était temporaire. Qu'il la rembourserait dès que le client régulariserait. Isabelle vira 2500 € depuis son compte français. Elle prolongea son séjour. Ce qui se passa dans les semaines suivantes est difficile à reconstituer de l'extérieur, parce que les mécanismes qui se mirent en place étaient subtils, graduels, conçus précisément pour ne pas être reconnus pour ce qu'ils étaient. Isabelle avait cessé de sortir seule. Elle l'expliquait à ses proches dans les rares messages qu'elle envoyait encore par le fait qu'elle préférait découvrir la ville avec Karim, que c'était plus riche, plus authentique. Ce qu'elle ne disait pas, parce qu'elle ne l'avait pas encore formulé clairement pour elle-même, c'est qu'elle avait appris que ces sorties solitaires créaient une tension dans l'appartement. Pas de cris. Pas encore. Juste une froideur. Un silence lourd. Un reproche non dit dans le regard de Karim qui durait des heures après son retour. Elle avait appris à éviter ce silence. Son passeport était dans un tiroir fermé à clé. Karim lui avait expliqué que, dans ce quartier, il valait mieux ne pas garder ses documents sur soi. Elle avait trouvé ça raisonnable. Nadia, à Lyon, attendait les appels de plus en plus courts. Elle avait commencé à écrire à Marc. Les deux comparaient leurs impressions, cherchaient à rationaliser ce qu'ils ressentaient. Marc avait tenté d'appeler le numéro d'Isabelle le Français. Hors service. Le numéro libanais qu'elle lui avait communiqué sonnait, puis basculait sur une messagerie en arabe. Leila Haddad, 36 ans, vivait 2 étages plus bas dans le même immeuble. Elle était comptable, discrète, habituée à la vie dans ce quartier de Beyrouth où l'on apprenait très vite à ne pas se mêler des affaires des voisins. Elle avait croisé Isabelle 2 ou 3 fois dans la cage d'escalier, une femme aux cheveux châtains avec un sourire un peu tendu, toujours accompagnée de Karim. Une fois, elle avait entendu des voix à travers le plafond. Pas des mots, juste un ton, celui qu'on reconnaît même sans comprendre la langue. Elle n'avait rien dit. Pas encore. Le premier incident physique eut lieu environ 1 mois après l'arrivée d'Isabelle. Elle avait posé une question simple. Sur les dépenses, les siennes, celles du foyer, l'argent qui partait sans qu'elle comprenne exactement où. Elle avait essayé de le faire calmement, sans accusation. Elle avait choisi un moment calme, un soir, après le dîner. Karim l'avait regardée avec une expression qu'elle ne lui avait pas encore vue. Pas de la colère, quelque chose de plus froid. Il avait pris son téléphone sur la table et l'avait glissé dans sa poche. Il lui avait dit, d'une voix absolument posée, qu'elle ne comprenait pas comment les choses fonctionnaient ici, qu'elle était une invitée dans son pays, que sa manière de questionner était un manque de respect. Puis il avait renversé son verre de thé sur la table et était sorti de la pièce. Isabelle avait nettoyé le verre en tremblant.
Ce n'était pas de la violence au sens où elle l'entendait. Pas un coup. Rien de visible. Mais quelque chose s'était fracturé ce soir-là, pas dans leur relation, mais dans la représentation qu'elle s'en faisait. Elle avait passé la nuit à reconstruire mentalement ce qui s'était passé, à chercher sa propre part de responsabilité, à se demander si elle avait mal formulé sa question. Le lendemain matin, Karim était revenu avec du café et des manakish, ces galettes aux za'atar qu'il savait qu'elle aimait. Il avait posé un baiser sur son front et lui avait dit qu'il était désolé d'avoir réagi ainsi, que la pression du chantier le rendait irritable, qu'elle était la seule chose qui comptait vraiment pour lui. Elle avait accepté le café. Et le pardon qu'il ne lui avait pas réellement demandé, ce cycle se reproduisit avec des variations, des montées en intensité, des accalmies de plus en plus courtes. La tension devenait la norme. Les moments de douceur, de plus en plus calculés, de plus en plus courts, servaient à maintenir Isabelle dans l'incertitude, incapable de partir parce qu'elle ne savait jamais si le prochain moment serait un retour au début. À ce premier Karim qu'elle était venue retrouver, elle envoya à sa mère, un dimanche matin, un message qui contenait une phrase qui figea Nadia sur sa chaise. « Je crois que j'ai fait une erreur, mais je ne sais pas comment rentrer. » Nadia appela immédiatement. Personne ne décrocha. 2 jours passèrent sans nouvelles, puis 5. Marc, qui avait suivi l'évolution des échanges de sa mère avec Isabelle, décrocha son téléphone et appela le consulat général de France à Beyrouth. Il tomba sur une standardiste qui lui donna un numéro de ligne consulaire d'urgence. Il appela ce numéro et demanda à parler au responsable des situations de ressortissants en difficulté. C'est ainsi que Frédéric Amiel, 52 ans, consul adjoint, reçut l'appel qui allait enclencher une procédure qu'il connaissait trop bien. Frédéric Amiel avait passé une grande partie de sa carrière diplomatique dans des pays où la notion de protection consulaire pour une ressortissante française engagée dans une relation avec un national était, pour dire les choses clairement, une question délicate. Le Liban avait ses propres particularités, un système juridique compartimenté, une forte influence des familles sur les institutions locales et une réalité pratique où la police ne se précipitait pas dans un appartement privé sur la foi d'un appel venu de Lyon. Il connaissait l'inspecteur Ghassan Touma depuis plusieurs années. Ghassan, 49 ans, était un homme de la vieille école expérimenté, intelligent et conscient des limites de ce qu'il pouvait faire dans une ville où certaines familles avaient plus de poids que les institutions. La famille Nassar n'était pas inconnue dans le quartier. Pas des gens importants au sens politique du terme, mais assez ancrés localement pour compliquer les choses. Ghassan dit à Amiel qu'il ferait ce qu'il pouvait, qu'une localisation consulaire prendrait du temps, que sans déclaration de disparition formelle déposée par la personne elle-même ou par un représentant légal sur le sol libanais, il ne pouvait pas entrer dans un appartement privé. Amiel raccrocha et dit à son assistante d'appeler l'ambassade de France à Paris pour les tenir informés. Marc, de son côté, ne restait pas inactif. Il avait passé les 5 jours précédents à reconstituer ce qu'il pouvait de la vie d'Isabelle à Beyrouth, son adresse approximative à partir d'un ancien message, le nom de l'immeuble mentionné une fois dans une conversation avec sa mère, le quartier. Il avait publié un message discret dans le groupe Facebook où Isabelle avait rencontré Karim demandant si quelqu'un connaissait Karim Nassar de Beyrouth. Il n'obtint pas de réponse directe, mais quelqu'un avait vu le message. Leila Haddad avait passé 2 semaines à hésiter, elle avait vu la femme française de moins en moins souvent. D'abord, quelquefois dans l'escalier, toujours pressée, toujours accompagnée, puis plus du tout. Elle avait entendu, à travers son plafond, des sons qui avaient évolué avec le temps, d'abord des voix tendues, puis un silence absolu qui durait des jours et qui lui semblait presque pire. Elle avait croisé Karim dans le hall une fois et lui avait souri avec cette aisance parfaite qui lui avait toujours inspiré une méfiance qu'elle ne savait pas tout à fait expliquer. Elle ne voulait pas d'ennui. Elle connaissait les règles non écrites de l'immeuble, du quartier, les affaires des couples restaient dans les appartements, mais il y avait eu ce matin-là. Elle descendait les poubelles très tôt et avait croisé la Française dans le couloir du rez-de-chaussée seule, ce qui était inhabituel. Elle avait des lunettes de soleil malgré l'heure matinale et un tremblement dans les mains. Quand elle avait ouvert la porte aux boîtes aux lettres, Leila avait dit « Bonjour ». La femme avait levé les yeux et pendant une fraction de seconde avait eu une expression qui n'était pas de la surprise, c'était quelque chose qui ressemblait à un appel. Puis Karim avait ouvert la porte de l'appartement depuis le couloir du premier et la Française était remontée sans un mot. Ce soir-là, Leila avait cherché le numéro du consulat de France, elle appela depuis une cabine téléphonique du quartier, elle donna une adresse, juste une adresse, l'immeuble, l'étage. Elle dit que la ressortissante française n'était pas libre de ses mouvements.
Elle raccrocha avant qu'on puisse lui poser des questions. Ce que Karim n'avait pas anticipé, c'est que pendant qu'il gérait Isabelle, il gérait aussi, depuis le même téléphone qu'il contrôlait pourtant avec soin, deux autres femmes à différents stades du même processus. Une Belge, prénommée Sandrine, 43 ans, avec qui il échangeait depuis 2 mois sous une identité différente, un médecin de Bruxelles de passage à Beyrouth. Une Suissesse prénommée Myriam, 39 ans, qui en était au stade des déclarations romantiques, convaincue d'avoir trouvé quelqu'un d'exceptionnel. 2 lignes ouvertes. 2 femmes en train d'être travaillées au même moment, avec la même précision, la même patience, les mêmes mots adaptés à leur propre langue émotionnelle. Ce téléphone, retrouvé plus tard par les enquêteurs, contint l'intégralité de ces échanges. Des centaines de messages. Des stratégies discutées avec un complice, un ami qui l'aidait à gérer les profils, à maintenir la cohérence des récits, des notes sur chaque femme, ses vulnérabilités, ses besoins, les leviers à utiliser, une entreprise. Isabelle ne sut jamais exactement ce qui déclencha l'intervention. Ce qu'elle sut, c'est que Karim la déplaça un soir, sans explication claire, avec l'urgence soudaine de quelqu'un qui sent quelque chose changer autour de lui. Il lui dit qu'ils allaient passer quelques jours chez son cousin, que l'appartement avait un problème de plomberie. Elle n'avait pas le choix de discuter, elle n'avait plus son passeport, elle n'avait plus de téléphone fonctionnel avec accès à ses contacts. Elle avait un peu d'argent liquide dans la poche de sa veste, l'équivalent de 30 €. La maison du cousin était dans la banlieue sud de Beyrouth. Une zone que les autorités françaises connaissaient comme difficile d'accès, où les interventions consulaires se négociaient différemment. Ce fut pendant ce déplacement qu'Isabelle trouva, dans la poche d'un vieux manteau accroché dans une chambre, un téléphone hors d'usage depuis longtemps, mais dont la batterie avait suffisamment de charge pour envoyer un message. Elle ne savait pas si ça marcherait. Elle ne savait pas si la connexion réseau serait là. Elle tapa 3 mots depuis un numéro que sa mère ne connaissait pas. Maman appelle Marcel, remit le téléphone dans la poche du manteau. Nadia reçut le message à 2 heures du matin. Elle appela Marc avant même d'avoir posé le téléphone. Marc appela Frédéric Amiel à 7 heures du matin. Amiel avait l'adresse de l'immeuble principal, mais Isabelle n'y était plus. Il contacta Gassan Touma, qui lui apprit qu'une source anonyme avait communiqué au consulat une adresse dans la banlieue sud 48 heures plus tôt. Gassan coordonna une intervention avec discrétion, pas une descente de police, mais une visite officielle, consulaire avec présence policière. Ce genre de situation exigeait du tact et une connaissance précise des équilibres locaux. Il y avait des risques, mais l'adresse donnée par Leïla correspondait à un appartement connu pour abriter des membres de la famille Nassar. L'intervention eut lieu en fin de matinée. Isabelle était dans une chambre, assise sur un lit, vêtue de la même tenue depuis plusieurs jours. Elle avait perdu du poids. Elle avait un hématome sous l'œil gauche qu'elle n'essaya pas de cacher à ce stade. Cacher lui demandait une énergie qu'elle n'avait plus. Quand elle vit Frédéric Amiel entrer dans la pièce avec sa carte consulaire et prononcer son nom en français, elle ne dit rien pendant plusieurs secondes. Puis elle se leva, très lentement, et demanda si quelqu'un pouvait appeler sa mère. Karim fut arrêté dans l'heure qui suivit, dans un café du quartier. Il ne résista pas. Il sourit même à l'un des policiers, ce même sourire qu'Isabelle avait vu des dizaines de fois, celui qui disait que rien de tout ça ne le touchait vraiment. La procédure judiciaire libanaise qui s'ouvrit fut, comme Frédéric Amiel l'avait anticipé, lente et opaque. La famille Nassar fit jouer ses relations locales, des délais furent accordés, des témoignages furent contestés. Gassan Touma naviguait dans un espace où la pression était réelle, diffuse et difficile à documenter. Mais les preuves trouvées sur le téléphone de Karim, les échanges avec Sandrine, avec Myriam, les notes sur Isabelle, les conversations avec son complice, constituaient un dossier que même les relations familiales ne pouvaient pas entièrement effacer. La Belgique ouvrit une enquête, la Suisse également. Les dossiers s'emboîtèrent en une affaire internationale qui dépassait les limites d'une juridiction locale, ce qui ne rendit pas la justice plus rapide, juste plus difficile à enterrer. Isabelle rentra en France 6 semaines après l'intervention consulaire. 6 semaines de démarches administratives, de reconstitution de documents, d'examens médicaux, d'entretiens consulaires et d'une attente que chaque journée rendait plus lourde. Elle descendit de l'avion à Lyon-Saint-Exupéry un après-midi de printemps. Nadia et Marc étaient là. Nadia avait son cahier serré contre sa poitrine sans s'en rendre compte. Quand Isabelle apparut dans le hall, des arrivées plus minces, plus lentes, avec quelque chose dans le regard qui ressemblait à ce qu'on voit dans les yeux des gens qui ont survécu à des unités de soins intensifs, Nadia lâcha le cahier et ne pensa plus à rien d'autre qu'à serrer ça, 2 filles. Marc, lui, ne pleura pas. Il posa une main sur l'épaule de sa sœur et la garda là, longtemps, comme pour vérifier que c'était réel. Le retour à la vie ordinaire n'eut rien d'ordinaire.
Isabelle ne retourna pas travailler pendant plusieurs mois. Le service de soins intensifs lui manquait sa structure, son utilité, le fait d'être indispensable quelque part. Mais elle n'était pas en état de tenir la main d'un patient sans se mettre à trembler. Elle commença un suivi psychologique avec une thérapeute spécialisée dans les traumatismes relationnels. Les séances étaient longues, difficiles, parfois violentes émotionnellement. Elle parlait beaucoup de la honte, pas de la peur, pas de la douleur physique, de la honte, d'avoir tout quitté, d'avoir choisi cet homme contre l'avis de tout le monde, d'avoir refusé de voir ce que les autres voyaient, d'avoir fait confiance à quelqu'un qui avait fait de sa confiance une arme. Sa thérapeute lui dit, lors d'une séance, une phrase qu'Isabelle répéta plus tard, la honte, c'est ce qui vous a laissé en partant, c'est pas le vôtre, c'est le sien. Nadia accepta une invitation dans une émission de radio française consacrée aux arnaques sentimentales internationales. Elle vint avec son cahier. Elle lut à voix haute certaines de ses notes, les heures d'appel, les changements de ton, la phrase qui avait gelé quelque chose en elle des semaines avant que tout s'effondre. L'émission fut écoutée par des centaines de milliers de personnes. Marc, de son côté, créa un site internet simple, sans prétention, qui expliquait pas à pas la procédure d'alerte consulaire pour les familles de ressortissants français en difficulté à l'étranger, quel numéro appeler, quel document préparer, quoi dire et comment le dire. Il le fit avec la précision d'un militaire et la douleur d'un frère. Des gens le contactèrent, des familles dans des situations similaires. Il répondit à chacune. Isabelle donna une interview des mois plus tard dans un magazine de société français. Elle choisit ses mots avec le soin de quelqu'un qui a appris à leur faire confiance, à nouveau lentement, prudemment. Elle dit cette phrase, qui fut reprise partout, « Je n'ai pas été naïve, j'ai été ciblée ». C'est pas la même chose. Ce qui fut retrouvé dans l'appartement de Karim puis dans le téléphone dépassa ce que quiconque avait anticipé. Les enquêteurs dénombrèrent au moins 7 femmes européennes ayant eu des échanges avec lui sous des identités différentes au cours des 3 dernières années. Toutes avaient entre 35 et 45 ans. Toutes étaient dans des situations de vulnérabilité émotionnelle au moment du premier contact. Séparation, divorce, deuil, isolement. Tout avait été approché sur des plateformes de voyageurs ou des réseaux de partage culturel, des espaces où l'on ne pense pas à se méfier parce que l'on cherche quelque chose de beau. Parmi elles, 2 avaient effectivement voyagé au Liban. L'une était repartie après une semaine avec un compte bancaire allégé de plusieurs milliers d'euros et une confusion dont elle ne comprit le sens que beaucoup plus tard. L'autre n'avait pas eu la chance qu'Isabelle avait eu, pas de mère qui notait les appels, pas de frère qui décrocha le téléphone. Cette femme-là, dont le nom ne fut jamais rendu public, fit partie du dossier international. Son sort ne fut pas précisé dans les comptes rendus judiciaires. Karim Nassar bénéficia de délais, d'appels, d'une procédure libanaise qui avançait à un rythme que ses avocats savaient allonger. Le dossier international compliqua les choses suffisamment pour qu'il ne disparaisse pas dans les méandres du système. Mais la justice, dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres qui ressemblent, ne ressembla pas à ce que l'on voit dans les films propres, rapides, définitives. Elle ressembla plutôt à ce qu'elle est souvent, lente, imparfaite, et obtenue au prix d'une énergie que les victimes n'auraient jamais dû avoir à dépenser. Isabelle reprit le travail 1 an après son retour. Elle demanda à changer de service, pas les soins intensifs, pas encore. Elle travailla quelques mois en médecine interne, dans un rythme différent, avec des patients dont l'état était moins précaire. Elle réapprit à être présente sans être débordée, à donner sans se vider. Elle ne ferma pas ses réseaux sociaux. Elle continua à lire, à s'intéresser au monde, à parler à des gens qu'elle ne connaissait pas encore. Mais elle avait appris quelque chose que sa thérapeute avait mis des semaines à lui formuler et des mois à lui faire intégrer. Que la méfiance et la vigilance ne sont pas les mêmes choses que la peur. Que l'on peut être ouverte et lucide en même temps. Que l'amour n'exige pas de rendre les yeux. Elle ne parla plus de Karim comme de quelqu'un qui l'avait trompé. Elle en parla, quand elle en parlait, comme de quelqu'un qui avait utilisé un système que beaucoup d'hommes comme lui utilisaient, dans beaucoup de pays, sur beaucoup de femmes, un système qui n'avait rien à voir avec elle en particulier, et tout à voir avec elle comme cible idéale. Cette distinction petite en apparence, immense en réalité, fut ce qui lui permit de ne pas se perdre complètement dans la honte. Il y a dans cette histoire quelque chose qui dépasse Isabelle. Pas parce que son expérience serait ordinaire, elle ne l'est pas, mais parce que les mécanismes qui l'ont conduite là où elle a été conduite sont des mécanismes que l'on retrouve avec des variations dans des dizaines d'affaires similaires chaque année, des femmes et des hommes qui cherchent une connexion authentique dans un monde où les connexions se font de plus en plus à travers un écran. Des prédateurs qui ont compris que la vulnérabilité émotionnelle est une faille exploitable avec la même précision qu'une faille informatique. Ce qui distingue Karim Nassar de l'arnaqueur ordinaire,
C'est pas la violence, même si elle fut réelle. C'est la patience. La capacité à investir des mois dans une relation factice, à construire une fiction assez solide pour résister à l'examen de personnes intelligentes, attentives, professionnellement formées à lire la souffrance humaine. Isabelle était infirmière en soins intensifs, elle passait ses journées à détecter ce que les gens cachaient derrière leurs mots, et elle n'avait pas vu venir ce qui s'approchait d'elle en souriant. C'est pas un détail, c'est le point central de l'affaire. Nadia garde toujours son cahier. Elle dit qu'elle ne sait pas quoi en faire, si elle devrait le conserver, le donner à sa fille, ou simplement le garder pour elle comme une preuve que son instinct n'avait pas menti. Elle dit aussi autre chose, dans l'émission de radio, à la fin de l'entretien, quand le journaliste lui demanda ce qu'elle voulait que les gens retiennent, elle dit « Écoutez vos enfants même quand ils vous demandent pas d'écouter. Et quand quelque chose ne va pas, notez-le, la date, l'heure, les mots. » Parce que le moment vient, parfois, où les mots écrits sont tout ce qui reste. Marc continue de répondre aux messages sur son site. Il n'a pas de formation juridique. Il n'a pas de connaissance particulière du droit international. Il a juste traversé quelque chose et appris dans ce passage ce qu'il aurait aimé savoir avant. Et Isabelle, elle, est retournée travailler dans un service de soins intensifs. Parce que c'est là qu'elle est à sa place. Parce que la force qu'elle avait avant tout ça n'a pas disparu, elle a juste changé de forme. Elle tient toujours la main des gens en train de mourir. Elle leur dit toujours, dans cet espace entre la vie et autre chose, que quelqu'un est là. La différence maintenant, c'est qu'elle sait aussi tenir la sienne.